Bonsoir à tous. On va parler maintenant de design sonore industriel. Alors je vais d'abord présenter l'agence Sound2Sight. On est basé au Mans. Il faut savoir que le Mans, c'est la ville du son, pas seulement des rillettes et des voitures. On a la chance d'avoir le plus grand laboratoire d'acoustique du monde au Mans, en nombre de chercheurs. On a des centres de transfert de technologie, on a des instituts spécialisés dans la création de nouveaux instruments, dans l'ingénierie liée à la musique. Donc voilà, Le Mans, ville du son, voilà pourquoi nous sommes basés là-bas. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Sound2Sight, c'est une agence qui a maintenant 3 ans et demi. Nous sommes 2 associés. Et voilà, je vais vous présenter un petit peu les différents projets sur lesquels on travaille. Mais d'abord, je vais vous parler de la distinction entre les différents types de design sonore. Vous avez sûrement entendu déjà parler de cette notion de design sonore, de sound design, comme on aime bien le dire aussi. Finalement, c'est tout et c'est rien. C'est-à-dire que le design sonore, vous en avez dans le cinéma, les mecs qui font des bruits de personnes qui marchent dans la neige avec de la farine, ou alors qui font des hélicoptères avec des tubes comme ça dans l'air. Vous connaissez tous ça, vous avez déjà vu ça dans les vidéos. Vous connaissez aussi ceux qui travaillent dans le domaine plutôt des jeux vidéo. Ici, on travaille plutôt dans le domaine de l'industrie. Industrie que je vais vous présenter sous l'angle, je dirais, des objets connectés, mais les objets connectés, finalement, c'est quelque chose de très large. Là, je vais vous présenter une brosse à dents connectée, un radiateur connecté, mais on va parler aussi de voitures. L'automobile, les transports de façon générale sont connectés, et vous le savez très bien. Je vais commencer d'abord par un petit test avec vous. Est-ce que vous êtes capable de me reconnaître de quoi il s'agit ? S'il n'y a pas de son, c'est dommage. Ça pourrait être du silence, mais non. Est-ce que vous reconnaissez ce son-là? Ouais? Ok. Donc on est sur l'ouverture d'un MacBook. Ce qui est intéressant avec ce son, c'est qu'on est capable d'identifier la fonction. C'est-à-dire que si je ne l'entends pas au démarrage de mon ordinateur, soit j'ai désactivé cette fonction, soit je me dis « merde, il y a un problème ». C'est la fonction ergonomique, tout simplement la fonction ergonomique du son. Mais en plus, je sais que ce son, c'est le son Apple. Quand vous envoyez un message avec votre iPhone, vous avez le même son, que ce soit sur un MacBook, que ce soit sur un iPad, ou que ce soit sur un iPhone. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'un même son va avoir une même fonctionnalité sur tout l'écosystème de produits de la marque. Donc là, quand vous commencez à développer un écosystème avec, je sais pas, un thermostat, par exemple, prenons l'exemple de la domotique, vous allez avoir plein de petits objets connectés, mais vous pouvez avoir une cohérence entre tous les sons qui vont identifier votre marque et votre écosystème. Un deuxième son, et là c'est un son mécanique, je vais vous demander de me dire de quelle marque il s'agit et de quel produit. Quelqu'un ? Oui. Harley-Davidson. Ici, on est dans un son purement mécanique. Par contre, ils ont breveté leur ligne d'échappement pour avoir ce son spécifique et il est protégé. Dans la communauté de motards, on appelle ça le potato potato sound, pour le potato 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 potato. On appelle ça donc le potato potato sound. C'est hyper important parce que tout à l'heure, justement, dans la problématique objet connecté étendu, je dirais, à la voiture, on va beaucoup parler du son moteur. Et le troisième exemple, que vous connaissez, que vous détestez peut-être, parce que ça coupe toutes les 5 minutes. Mais c'est pas la faute de Skype, c'est la faute d'Internet. Donc vous voyez ici, encore une fois, on est sur un son qui est ergonomique, mais qui identifie directement le lien à une marque. Si je vous montre tout ça, c'est parce que le design sonore, c'est quelque chose qui peut s'appliquer justement à tout ça, aux petites interactions, à la micro-expérience. Un bon design sonore, il doit être fonctionnel, on travaille sur l'ergonomie, on doit le comprendre de façon immédiate. Et j'en parlerai tout à l'heure, mais les sons vont avoir une capacité à percevoir, à transmettre des informations qui vont être captées et interprétées plus rapidement encore que les images. Ensuite, il doit être forcément beau. Je viendrai un petit peu tout à l'heure sur cette notion d'esthétique qui est extrêmement importante. Et bien sûr, on parle de sons liés à l'ADN de la marque. On en parle pour Apple, on en parle pour Skype, mais c'est pareil, si je vous fais écouter des sons de notification de Messenger, de Snapchat, vous allez les reconnaître. Je vous parle d'esthétique. Il y a quelque chose qui est très intéressant, et là on s'intéresse aux neurosciences.
Je dirais que depuis une dizaine d'années, depuis qu'on est capable de vraiment faire des analyses profondes des champs électromagnétiques du cerveau, de comment les différentes aires du cerveau communiquent, on sait que la perception émotionnelle d'un objet, d'un espace, d'une personne, est la résultante de tous les stimuli sensoriels simultanément. On ne va pas calculer quelqu'un, on ne va pas analyser quelqu'un simplement par son faciès. Parce que si la personne est magnifique, une très belle personne, mais elle pue de la bouche quand elle vous parle, ou alors vraiment elle s'est très très mal habillée, ou alors il y a un petit détail, vous allez casser complètement l'image. C'est exactement ce qui se passe pour les objets. On appelle ça un bug perceptuel. L'exemple très simple, des rouges à lèvres. J'en mets pas personnellement, mais un tube de rouge à lèvres qui coûterait 50 €, avec un toucher très très délicat, qui a été étudié, une marque très étudiée. Mais quand vous le fermez, vous avez ce tout petit grincement qui va casser l'expérience. On ne va pas forcément être capable de le dire. La personne ne va pas dire « ouais, c'est bizarre, quand je ferme mon tube de rouge à lèvres, j'ai un petit grincement, etc. » Par contre, on sait qu'en mettant 10 tubes de rouge à lèvres côte à côte, en modifiant simplement je dirais, la densité du plastique et le diamètre, on va modifier le son de fermeture, et on va avoir des retours d'expérience sur la qualité perçue. La notion de qualité perçue est très importante. Les résultats seront différents. De la même manière, une portière de voiture, vous fermez la porte, vous avez une Tesla Model S, si vous avez un son tout pourri, vous allez casser complètement votre expérience. Dernier exemple, une télécommande, mais là c'est pareil, on pourrait l'appliquer sur n'importe quel objet connecté. Si vous avez des sons qui sont émis par la télécommande qui sont décorrélés de son design, vous allez casser l'expérience. Là on travaille avec une entreprise qui est basée à Lyon, ils ont fait un objet qui est très très beau. Je vais même vous trouver un autre exemple, parce qu'il est encore plus criant, ils ont travaillé avec Philippe Stark. Donc vous connaissez Stark. Le problème, c'est qu'ils ont des sons, on a l'impression que, vous savez, ces petites cartes d'anniversaire, avec un son tout pourri, avec une sorte de carte d'anniversaire ou carte de vœux. Ils ont cette qualité audio dans un objet designé par Stark. C'est quand même dommage. Tout ça pour vous dire que travailler sur la cohérence sensorielle de vos produits, de façon générale, c'est hyper important pour la qualité perçue. Et que ce soit sur une application ou que ce soit sur un objet. Je vais vous présenter maintenant différents exemples et qui vont me permettre d'avancer aussi dans mon discours. Déjà, simplement, le type d'entreprise pour laquelle on travaille. On travaille énormément sur l'automobile, parce que l'automobile, finalement, ça devient une sorte de méga objet connecté, mais aussi un énorme laboratoire. Laboratoire de nouvelles technologies, par exemple, on travaille sur le contrôle par le geste, l'eye tracking, le son spatialisé. Et dans les voitures autonomes, on va commencer à travailler sur des sons pour relaxer les personnes pendant les déplacements. Et puis, après, des Netatmo, Colibri, et il y en a beaucoup d'autres. Ici, un exemple que je voulais vous présenter, c'était celui de Netatmo. Alors, les sons qui sont développés pour chaque client sont élaborés à partir d'une méthodologie collaborative. Et ça fait toute la différence. Parce que le designer sonore, au sens plutôt musical auquel on l'entend, va toujours travailler en donnant son interprétation brute. On va lui dire, voilà, j'aimerais bien un son qui soit un peu fun, frais, etc. Mais ça ne veut absolument rien dire. En termes de son, ça ne veut rien dire. Donc je vais vous présenter tout à l'heure une méthodologie collaborative qui nous permet justement de trouver un vocabulaire commun. Un exemple très très simple, écoutez ces petits sons. Donc je ne vous demande pas de juger le côté esthétique ici, mais plutôt le côté ergonomique. Vous avez une fonction qui est interrogative et une fonction qui est neutre et positive. Essayez de retrouver ça dans les sons. Est-ce que vous percevez la cohérence entre les deux sons, le fait qu'ils soient bien similaires, en tout cas en termes de texture? Je vais vous les refaire. Et est-ce que vous percevez aussi qu'il y en a un qui est positif et l'autre négatif? C'est très très simple. Mais on a dû faire des tests utilisateurs sur ces sons-là parce que l'idée, c'est que vous avez une caméra à reconnaissance faciale qui est posée chez vous et qui va vous envoyer une notification sur votre téléphone pour vous dire « J'ai reconnu quelqu'un, mais t'inquiète pas, c'est ta fille, elle est simplement entrée de l'école, il n'y a aucun problème. » Voilà, aucun problème. Par contre, l'autre, il y a un truc, il y a une sorte de question, il y a une petite interrogation parce que j'ai capté quelqu'un que je ne connais pas,
Mais en tant qu'intelligence artificielle, je ne suis pas capable de te dire si c'est le postier qui vient simplement ouvrir la porte parce qu'il a un colis ou si c'est un voleur. Il n'a pas cette capacité-là. Et donc, on va avoir un son avec un niveau d'alerte qui va être calculé. Parce que là où c'est très très important, c'est que la notion de son accidentel ou de son par défaut. Tous les sons qui nous entourent sont accidentels ou par défaut. Personne ne s'est vraiment posé la question. Vous sortez dans la rue, vous avez un bordel incroyable, vous avez la tête comme ça le soir, parce que les sons qui nous entourent, personne s'en est vraiment préoccupé. Le niveau sonore est très élevé et vous avez des sons qui sont très très agressifs. Et dans les sons d'alerte, notamment, le degré d'alerte qui est dégagé par un son est extrêmement important. Ici, si on a un son qui est très très alertant et qui nous dit « Attention, il faut que tu rentres absolument chez toi », ça ne va pas fonctionner. Il fallait vraiment trouver le niveau idéal qui était un niveau de « Voilà, je ne sais pas trop, c'est pas forcément grave, mais voilà, juste regarde, il se passe quelque chose ». Et ça, c'était un juste milieu à trouver uniquement par le test utilisateur. J'en parlerai pas mal parce que c'est quelque chose de très important. Un autre exemple, Carnot Computing, vous connaissez peut-être. Carnot Computing, ce sont des radiateurs connectés qui chauffent uniquement avec des processeurs. Donc vous avez des processeurs à l'intérieur qui chauffent par le calcul et la puissance de calcul est renvoyée directement sur Internet. Ce qui fait que principalement, ils vont alimenter des laboratoires de recherche scientifique et des écoles qui vont travailler sur de la 3D ou des studios de prod qui font du cinéma et qui font de l'image de synthèse. Donc tous les mois, vous recevez un virement de ces entreprises-là qui vous remboursent de votre électricité et qui vous payent pour tous les calculs que vous faites pour eux. Donc ça coûte cher l'achat, mais c'est un super projet. Je vais passer assez vite sur cet exemple-là. Là, on va rentrer doucement dans le domaine de l'automobile, mais là, on n'est plus dans le produit, on est vraiment dans l'application. Donc là, vous avez un projet qu'on a fait pour Drust. Drust, ils ont fait un produit qui s'appelle Acolyte, que vous branchez sur votre voiture et qui vous aide à améliorer votre conduite. Donc là, on travaille aussi sur des sons qui sont assez courts. Si j'arrive à cliquer encore. Donc l'idée, à chaque fois, c'est d'essayer de créer un vocabulaire très très élémentaire, mais en collaboration avec la marque et surtout qu'il soit testé derrière. Si on ne teste pas les sons, on ne saura jamais s'ils fonctionnent vraiment, surtout en condition, quand là on commence à rouler, qu'on est à 130 km/h et qu'on veut surtout dégager l'attention du téléphone, qu'on veut focaliser l'attention sur la route, il faut absolument avoir des sons qui soient appris très très rapidement, et la notion d'apprentissage, elle est bien présente. Vous allez m'en parler très certainement dans vos questions, mais la notion d'apprentissage est présente. Après seulement quelques écoutes, on est capable d'assimiler un son et de s'en souvenir très facilement. Mais c'est vraiment primordial parce que quand on est en train de conduire, voilà, il faut garder l'attention sur la route. Toujours un projet d'objets connectés, mais je voudrais passer à un autre projet qui va justement faire le parallèle avec la notion d'attention. C'est le projet qu'on a fait avec Visteon. Donc Visteon, c'est un équipementier américain. En gros, on les retrouve dans quasiment 99% des voitures dans le monde. Et on a travaillé avec leur laboratoire de recherche en Allemagne sur les interfaces multimodales. Les interfaces multimodales, c'est transmettre de l'information, mais par la vue. Évidemment, on s'en sert principalement, en tout cas en conscience, mais passer aussi par le son, passer par les odeurs, on travaille sur la lumière, etc., etc. Et sur ce projet, on est parti sur la voiture connectée à l'horizon 2025-2030. Donc on a imaginé des concepts d'utilisation qui n'existent pas forcément, donc des nouveaux services, et on a imaginé comment transmettre de l'information. À partir du moment où on a des capteurs qui font rentrer de l'info et qu'on analyse, on va avoir une liste incroyable d'informations qui pourront nous être données. Le problème, c'est que si on transmet tout par un écran ou par un signal lumineux, on n'aura quasiment jamais les yeux sur la route. Et donc, passer par la dimension sonore, ça devient quelque chose de très très important. Parce que notre cerveau, je dirais notre cerveau primitif, est tout à fait habitué et va d'abord se focaliser sur les sons. On n'en a pas l'impression comme ça parce que voilà, on se regarde, on observe notre environnement avec nos yeux, et pourtant, notre cerveau primitif, je dirais même préhistorique, a toujours été habitué à se focaliser son attention sur les sons. À l'époque, il y a quand même très longtemps, quand on allait dans la forêt ou qu'on allait dans la brousse pour chasser, si les oiseaux commençaient à se taire, ça pouvait être parce qu'il y avait un prédateur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre en conscience. Mais, malgré tout, si j'arrive derrière vous et que je fais ça avec ma main, vous n'allez pas vous retourner, vous n'allez pas me voir.
Par contre, je fais ça derrière vous, tout de suite vous allez vous retourner. Parce que ce sont des réflexes qu'on a, des réflexes très très anciens. Et donc, dans un contexte comme ça où la sécurité est principale, primordiale, l'utilisation de son permet de diminuer les temps de réaction. Donc ça, c'est la première dimension, la dimension ergonomique. Mais après, l'idée, c'est de créer un vocabulaire sonore qui puisse être, je dirais, transformé, adapté à une marque. Là, on a un peu des sons différents. Je vais vous faire écouter le pro. En fait, je vois rien sur mon écran. Alors, vous voyez qu'on a des sons qui sont assez complexes. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle voiture, que ce soit une 208 ou une Maserati, quand vous allez passer la marche arrière, vous avez toujours un bip, 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 bip. Ça n'a aucun sens. En termes d'architecture, en termes de vocabulaire, ça a du sens. Des points qui se rapprochent, qui nous alertent de plus en plus. Mais le fait qu'on reste sur une sinusoïde, le truc le plus con du monde en termes de son, alors qu'on a une Maserati qui nous coûte 250 000 balles, je suis désolé, on sent un peu l'arnaque. Et ça, c'est le fameux bug perceptuel dont je vous parlais tout à l'heure. La Tesla Model X qui est en présentation là-bas, c'est une des rares voitures où le son de clignotant a été un petit peu travaillé. Mais c'est pareil, vous ouvrez la porte, et là vous voyez qu'il y a une toute petite lampe, une petite lumière, un petit cache lumineux qui va casser absolument tout le design de la portière. Vous ferez l'expérience, vous regarderez si vous pouvez ouvrir la portière tout à l'heure. Mais ça encore, c'est un bug perceptuel. Donc on essaye de travailler sur des sons très ergonomiques. Le dernier son, par exemple, est là pour nous dire qu'il faut ralentir. Je vous le fais réécouter. On est parti tout simplement sur la métaphore, vous savez, je ne sais pas si vous faites de l'équitation ou si vous êtes déjà monté sur un cheval. Voilà, on tire sur les rênes, un peu le truc touc, 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 touc. On essaye en fait d'induire un comportement par la structure du son. En plus, ici, on travaillait dans un environnement 3D, c'est-à-dire qu'on avait du son spatialisé avec un système WFS. J'en parlerai peut-être un peu. Son 3D en tout cas, avec un son qui, dans l'espace, se déplaçait. C'est-à-dire que le son partait de très loin devant et se déplaçait vers l'arrière pour faire touc, 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 touc. Et ce son qui se déplace dans l'espace et en plus avec cette espèce d'architecture, je dirais, de ralentissement, allait induire un comportement chez le conducteur. Et après, pour le côté, je dirais, esthétique, on a des sons qui sont beaucoup plus travaillés. Tous les sons ont été travaillés à peu près avec les mêmes matériaux sonores. Et ça, après, bien sûr, ça peut être décliné. C'est-à-dire que ce son, avec sa structure qui lui est propre, peut être décliné avec des sons plus aquatiques, plus métalliques, plus boisés, peu importe. Mais en tout cas, on peut les adapter à une marque. Un autre exemple, c'est celui de la Karma. Karma, c'est une marque américaine avec laquelle on a travaillé. Donc eux, ils sont basés à Los Angeles. Et là, on a imaginé des nouveaux principes. Un nouveau son, entre guillemets, qu'il n'y a pas jusqu'aujourd'hui dans les voitures. Ça, c'est un son, en gros, quand vous ouvrez la portière, le son est déjà là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la voiture a détecté vos clés, le son est déjà en train de jouer dans la voiture. Et quand vous ouvrez, vous avez ce son, en gros, qui vous accueille. C'est comme l'identité sonore de la marque, sauf que ça vous permet aussi d'avoir, je dirais, un accueil de la part de la voiture. Donc déjà, on est plutôt dans quelque chose de plus, je dirais, organique. On n'est pas simplement dans la machine bête et méchante. Là, on essaie de créer un lien et d'humaniser les technologies. Et je vais vous faire écouter quelques autres créations qu'on a fait pour la voiture. Donc on est toujours des fois sur des sons très courts, des fois des sons un petit peu plus longs. Ce qui était très intéressant, et je vais faire une parenthèse sur la notion de culture, et le fait qu'en fonction des cultures, on va créer des sons qui sont différents. Ici, on est donc sur un véhicule qui est développé dans le sud de Los Angeles, mais le brief des designers, c'était « notre voiture, c'est Los Angeles ». Et donc il faut absolument qu'on puisse ressentir dans les sons, dans le design, qu'on est bien à Los Angeles, et il nous faut ce côté-là. Sauf que pour nous, bons Frenchies, on n'en a absolument aucune idée de ce que c'est, si ce n'est par Six Son et les Beach Boys. Et donc, on a eu la très lourde tâche d'aller nous installer là-bas pendant un petit moment, histoire de profiter de la vie et pour voir un petit peu à quoi ressemblait la culture en Californie. Et c'était très intéressant parce qu'on a découvert qu'en fait, beaucoup de stéréotypes sont faux,
beaucoup sont vrais aussi. Et en termes de musique, ils écoutent des choses complètement différentes. Bref, on a tout un package culturel qu'on ne connaissait pas, auquel on a dû s'adapter pour pouvoir les comprendre et pouvoir faire des créations derrière. Toujours sur les questions culturelles, tout à l'heure je parlais des portières de voiture. Le son de la portière de voiture, il doit être en rapport avec le design. Ok. Mais en Europe et en Asie, la notion de qualité n'est pas la même. Et donc, PSA, par exemple, est obligé de retravailler la jointure de ses portes pour son marché asiatique. Parce que quand on ferme une portière ici, on aime bien le côté robuste, le côté un petit peu lourd. En Asie, ils aiment bien le côté un petit peu clinquant, qui va plutôt aller chercher dans les aigus. Donc vous voyez, la question culturelle est hyper importante. Et donc, je reviens sur mes tests utilisateurs. Si on ne fait pas de tests utilisateurs pour le marché pour lequel on travaille, on a une grande chance de faire n'importe quoi et de se craquer. Un projet que je ne vais pas vous faire écouter parce que là, si on n'a pas l'expérience, je dirais, de la voiture, ça ne servira à rien, mais qui est très intéressant parce que là, on est typiquement dans l'innovation, dans le progrès, plutôt que l'innovation. D'ailleurs, c'est dans le petit magazine, là, il y a un extrait, c'est très intéressant. On est dans un progrès, on arrive à avoir des voitures qui sont enfin silencieuses. Le problème, c'est qu'elles sont vraiment silencieuses et qu'en dessous de 30 km/h, on ne les entend pas. Et quand on se fait percuter, on meurt. Ou alors on a très mal. Donc il faut leur ajouter un son artificiel à ces voitures. Donc évidemment, ça soulève plein de questions philosophiques. Mince, on arrive enfin à avoir du silence, à baisser le niveau sonore de nos routes, enfin de nos villes, de nos espaces urbains, mais on va être très dangereux. Donc il faut ajouter un son artificiel. Et là, grosse question, parce que quand je reprends l'exemple de ma Tesla, quand j'achète une Tesla à 200 000 $, hors de question que tous les 10 mètres, elle fasse bip, 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 bip. Parce que si je suis au bord de la route et que je ne la vois pas, je vais entendre que ça. Donc c'est quoi? C'est un camion poubelle qui est en train de reculer, c'est un mec qui est en train sur un chantier, en train de faire une manipulation, c'est le camion qui est en train de livrer. Et donc, le bug perceptuel, ils en ont extrêmement peur. Alors, on va essayer de trouver des sons qui vont respecter les normes. Les normes, elles vont arriver d'ici 1 à 2 ans. On va essayer de trouver des sons qui vont rentrer dans ce cadre normatif, tout en étant personnalisés, et faire en sorte que la voiture, lorsqu'elle arrive à l'oreille, déjà, on va se dire « Ah, il y a une voiture, donc déjà, je ne vais pas traverser n'importe quand, je ne vais pas traverser devant, et en plus, rien qu'à l'oreille, je serai capable de reconnaître la marque. » Et le cadre normatif est très important, parce que sinon, ça risquerait d'être un énorme bazar. Vous imaginez quand vous allez avoir des voitures hybrides, électriques, hydrogène, pourquoi pas des moteurs à eau, on l'espère, dans le futur. Bah, si vous avez des sons qui font un peu n'importe quoi, avec des sortes d'identités sonores, de la musique, etc., ce sera du grand n'importe quoi. Donc là, on est sur une problématique hyper importante. Tous les véhicules silencieux vont devoir s'équiper d'un son. Et encore une fois, fonction ergonomique, prévenir la personne, s'associer au design, donc trouver des sons qui soient associés au design de la voiture. Et ensuite, le côté marque, parce que si je reconnais la voiture, je reconnais le design, donc je reconnais la marque. Donc ça, c'est un projet qui est hyper intéressant, en tout cas, sur lequel on travaille énormément. Et puis un projet qu'on a pu faire avec Arcamis. Arcamis qui travaille beaucoup sur le son embarqué. Et là, on était sur le son spatialisé dans les voitures. Je vais passer assez vite là-dessus. Je voudrais vous parler en fait de la méthodologie parce que le design sonore fait partie de la grande famille du design sensoriel. Vous connaissez peut-être RCP et le laboratoire Certessence à Tours. Certessence, c'est le centre d'études et de recherche sur les technologies du sensoriel. Et eux, justement, ils travaillent sur l'objectivation des émotions. Par exemple, je dis, tiens, c'est doux. Ok, c'est doux, mais ça veut dire quoi, doux? Ça, c'est rugueux, etc. Ça, c'est piquant, ça, c'est chaud. Qu'est-ce que ça veut dire en termes émotionnels, en termes psychologiques, en termes cognitifs? Donc, la question du vocabulaire est primordiale. La méthodologie que nous, on a développée, c'est une méthodologie qui est très, très collaborative, parce qu'on part du principe que ce n'est pas nous les spécialistes du produit pour lequel on travaille, donc on a besoin de travailler avec les gens qui le connaissent, qui l'ont développé, qui ont la stratégie en tête, qui connaissent l'ADN de l'entreprise, etc. Donc on va travailler avec un premier outil, par exemple, qui s'appelle le soundboard. Pour trouver un vocabulaire commun, on va associer des images avec des mots-clés, et ensuite on va les associer à des sons. Des sons qui viennent d'environnements très très différents.
qui viennent du cinéma, du jeu vidéo, qui viennent de la télé, qu'on va enregistrer dehors, enfin voilà, des sons avec des sources très très variées. On va se mettre autour de la table. En général, on invite toujours les designers. C'est pareil, designers au sens large, UI, UX, produit, couleur. On va inviter les ingénieurs, pareil, les ingénieurs, il y en a toute une palanquée, et les personnes du marketing. On se met tous autour de la table, on écoute les sons un par un, et on va dire, voilà, ce que nous, on entend par un son chaud, on est d'accord à 80%, c'est le son numéro 5, le son numéro 12 et le 57. Et à partir de ça, nous, on va se mettre la casquette de créatif, et on va faire, ok, on va s'inspirer de ça pour respecter ce que eux appellent son chaud. Ensuite, un exemple très simple, on a eu un client qui nous dit, voilà, on voudrait un son zen, écologique, mais industriel. Quelque chose qui fait penser un peu à une usine désaffectée, mais dans laquelle il y aurait sa forêt qui aurait repris ses droits. Alors on a trouvé des images, effectivement, des vieilles usines, des vieilles églises, dedans où il y a des arbres, des rivières qui passent, et c'était ça leur inspiration. Donc ça veut rien dire. En termes de son, on ne peut pas dire la chaleur du violoncelle, la chaleur d'une clarinette, ou alors le côté très clinquant des tubular bells, des cloches, etc. C'est impossible. On n'est pas du tout dans un vocabulaire musical. Ici, vous voyez, on n'a pas utilisé un seul instrument acoustique, uniquement de l'électronique. Et donc, on manque de vocabulaire pour décrire tous ces sons. Grâce à ça, on arrive au moins à donner une direction esthétique. Ensuite, le deuxième outil qu'on a mis au point et qu'on est en train de travailler en laboratoire pour, je dirais, pour... je sais pas comment dire. En fait, on les fait à chaque fois, si vous voulez, au cas par cas. Et on essaye de trouver une méthode pour justement trouver un vocabulaire et des normes. On essaye de normer notre propre outil qui ne l'est pas pour l'instant. Faites juste cette expérience. Vous allez entendre des sons, vous allez les voir, et essayez de voir ce que vous entendez, et vice-versa. Je vous refais les 4. Est-ce que vous avez entendu ce que vous avez vu et vice-versa ou pas? Est-ce que vous voyez le poum et après le dernier c'est... Est-ce que vous l'avez vu? Le son original, c'était ça. Si je vous dis que c'est l'accélération de 0 à 5 km/h d'une voiture électrique, vous allez me dire, mon Dieu, quelle horreur. Et je serais d'accord avec vous, en fait, mais c'est parce que ce son-là, c'est le son de base, mais qui est ensuite complètement transformé par le système. Donc bref, ça servira presque à rien que je vous le dise. Le son va être complètement étendu. Toujours est-il que ce son a été testé sur un circuit, et que l'ingénieur revient nous voir en disant « Ouais, il est bien votre son, ça sonne vraiment bien, par contre j'ai l'impression qu'il y a un caillou dans ma roue. » Un truc comme ça qui tourne. Mais il n'était pas capable de nous décrire le truc, parce que forcément, si j'entends ça, et que je roule à différentes vitesses, que le son il est étendu, accéléré, etc., je ne suis pas capable de détecter finalement quel élément dans le son va me faire croire qu'il y a un caillou qui tourne. On lui a montré le dessin, il fait « Ah voilà, en fait c'est ça. C'est le son numéro 2. » Nous, dans notre logiciel, c'était peut-être, je sais pas, 5 pistes, des effets, mais pour lui, on l'avait représenté ça sous la forme d'un seul trait, parce que globalement, c'est finalement l'impression que ça donne, et on a été capable de finalement trouver un parallèle. On est finalement dans la synesthésie pure. Hein. On a trouvé un parallèle entre ce qu'on entend, ce qu'on voit, et donc il a pu nous parler de visuel pour faire des modifications sonores. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Et tout à l'heure, je vous ai fait écouter aussi ce son-là. Est-ce que vous le reconnaissez peut-être? Le son qui nous... Voilà, inspiration un peu équine. Donc ça, ce qui était intéressant, c'était qu'on avait dessiné le son avant même de le créer. C'est-à-dire qu'avec les designers et les ingénieurs, chez Vistéon, on avait placardé les murs de voitures, et on s'est dit, bon, on va déjà imaginer comment on pourrait dessiner un son, comment le son pourrait se déplacer dans l'espace pour nous donner une information. Là, on est sur, attention, dans 2 km, il y aura un embouteillage.
Et donc on vous prévient à l'avance. On fait commencez à ralentir, il y a un danger potentiel. Plutôt que de dire attention, il y a une voiture qui freine. Non, là c'est on prend le temps, parce que voiture connectée, donc on connaît toutes les informations à l'avance. Donc le mouvement dans l'espace, on l'a dessiné, et en même temps, on a dessiné la structure du son. Donc après, on peut imaginer que là, au lieu d'avoir des ronds, par exemple, ce soit des carrés, des triangles, des étoiles, et on a une infinité de sons. Vraiment une infinité. Donc ça, c'est une deuxième étape. Et tout à l'heure, je vous parlais des tests utilisateurs, qui sont pour nous vraiment très très importants, parce que c'est eux qui vont valider la compréhension des sons. Autant le côté esthétique, c'est pas une obligation. Un exemple très simple, Rolex. Vous avez tous une Rolex, j'imagine. Ils ne font pas de test utilisateur. Ils s'en fichent, parce que c'est leur produit. On adhère pas. Mais c'est comme ça. C'est le luxe. Je propose quelque chose, je ne vais pas faire un test utilisateur pour savoir s'il est apprécié. Je suis designer auteur, je fais une très belle lampe, j'en ai rien à faire. Elle vous plaît pas, c'est pas mon problème. Sauf que sur certains projets, ça peut être utile. Mais en tout cas, nous, on va valider surtout le côté ergonomique des produits. Donc on va prendre un téléphone, on va prendre une tablette, et puis on va dire voilà, si par exemple votre tablette elle est dans la cuisine, vous entendez ce son-là, à quoi ça fait référence? Est-ce que c'est une alerte? Est-ce que c'est une notification? Donc on va faire ce travail-là d'élaboration de tests utilisateurs qui vont nous permettre de valider l'ergonomie des sons. Donc ça c'est très important. On fait du qualitatif aussi, donc on va faire sur 5-6 personnes, c'est suffisant. Après on peut faire du quantitatif aussi sur plus d'une centaine de personnes. Donc le test utilisateur pour nous est quelque chose de très très important parce qu'il va valider l'ensemble du processus. Donc je reviens simplement sur le fait que Le Mans c'est une ville qui pour nous est très intéressante et j'en parle aussi parce que ce matin j'étais sur le stand de Nantech. En fait je suis vice-président de Le Mans Tech, donc je suis la seule pour l'instant vraie start-up de l'association qui a été inaugurée hier. On a fait la présentation hier de Le Mans Tech, donc c'est tout nouveau. Et je reviens juste sur les compétences du Mans et pourquoi on est ici, enfin pourquoi on est au Mans. Donc tout le côté acoustique, le laboratoire d'acoustique de l'Université du Maine, et puis le CTTM qui travaille notamment avec Safran sur la diminution du bruit des réacteurs d'avion, etc. Donc voilà, on travaille aussi beaucoup avec l'IRCAM, on travaille avec pas mal d'instituts différents. Donc voilà, Le Mans, la ville du son. Est-ce que vous avez des questions? J'avais prévu en fait de prendre une trentaine de minutes. S'il y avait des interactions, n'hésitez pas à poser des questions parce que j'ai volontairement étendu mon discours à l'automobile, mais prenez l'automobile comme un objet connecté finalement dans lequel on va avoir une information à donner, mais l'information que l'on veut donner elle doit forcément être reliée au design de l'objet et à votre marque. Et aujourd'hui, j'ai vu vraiment énormément d'applications et de produits. On était au CES en 2015, on y était encore en 2017. Et il y a un nombre quand même assez incroyable d'objets et d'applications qui finalement utilisent les sons natifs. Donc c'est un petit peu dommage de ne pas se différencier. Merci Antoine. Merci beaucoup.